L'enregistrement. Bonjour à toutes et tous. En tout cas, merci d'être assez nombreux aujourd'hui. Donc pour une visio 1 heure pour tout savoir, qui aura la particularité de contenir un sujet qui, on va dire, n'est pas à proprement parler rattaché à la RH, parce qu'on aura la chance d'avoir une intervention du service archives et des archives départementales. Donc voilà, c'était ce qui avait été annoncé ces dernières semaines. Donc l'idée de faire intervenir de plus en plus d'intervenants extérieurs au centre de gestion sur ces visios. Donc pour l'ordre du jour, vous l'avez d'ailleurs dans le chat, nous allons avoir une petite séquence avec Brian sur Aura, et sur les références, sur comment ouvrir un compte Aura, je crois que c'est ça. Ensuite, nous aurons un petit point là purement RH sur le tableau des effectifs avec Brigitte. Brigitte Valdener du service gestion des carrières. Et puis ensuite, on aura donc la chance, comme je vous l'ai dit, d'avoir une intervention à double voix en fait avec Catherine et Coralie. Catherine pour les archives départementales et Coralie au niveau du service archiviste itinérant, archive itinérante. Juste avant de débuter et pour casser un petit peu nos habitudes, je vais vous donner quelques informations, quelques actualités ou quelques rappels de date. Donc, nous avons alors un premier appel sur une formation, mais là, je pense que Catherine et Coralie vous le rediront aussi, mais mieux vaut 2 fois qu'une. Une formation au CDG sur la gestion en fait des documents informatiques. Donc, c'est pas tout à fait le côté archive, mais plutôt comment gérer, certainement nommer ces fichiers informatiques, etc. Donc ça, c'est le 28 mars prochain, donc il reste des places. Le 22 mai, nous avons une formation sur la rupture conventionnelle dans la fonction publique territoriale. Là aussi, on va vous mettre tous les liens d'inscription sur le chat. Nous avons également, alors là, des rappels des prochaines visios 1 heure pour tout savoir, puisque nous allons avoir une prochaine visio le 24 avril et puis le 27 mai. Là aussi, on va vous remettre dans le chat les liens pour s'inscrire. En tout cas, l'ordre du jour de ces 2 séquences sont déjà verrouillés. Là aussi, je pense qu'il y aura notamment le 27 mai l'intervention de la préfecture. Enfin, vous allez découvrir l'ordre du jour aussi, avec donc, toujours des interventions de partenaires ou d'institutions extérieures au centre de gestion. Et puis quelques infos purement de maintenance, on va dire, ou de coupure de service. Vous allez recevoir d'autres mails et d'autres rappels également. Mais nous avons en fait une grosse maintenance d'Agir le 27 et 28 mars, donc sur tous les serveurs qui concernent Agir et en fait toutes ces applications-là. Donc le service sera coupé le jeudi 27 au soir. Hein. Brian, tu me dis si je dis des bêtises, mais le jeudi 27 au soir et surtout le vendredi 28 mars toute la journée. Donc il risque d'y avoir des perturbations sur la journée du vendredi, en tout cas à partir du jeudi soir. Et pourquoi cette coupure? Tout simplement parce qu'il y a en fait un changement complet en fait de l'hébergement des solutions qui sont gérées par le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion. C'est assez rare, c'est assez peu fréquent, mais en tout cas, la journée du 28 sera noire au niveau de Agir et de concours, de recensement concours, etc. Un problème ne venant pas seul, j'aurais peut-être dû commencer par celui-là, parce que dans l'ordre chronologique, ça va être juste un petit peu avant, et là, c'est purement local. Nous avons une coupure d'électricité le mardi 25 mars, donc c'est mardi prochain. Donc là, c'est purement local parce que Enedis réalise des travaux sur le réseau électrique qui concerne le centre de gestion. Et donc, on va avoir une coupure annoncée. Alors, je pense que ça sera un petit peu plus court que prévu, mais en tout cas, on a une annonce de coupure de courant de 10h à midi, ce qui entraîne bien sûr une coupure du site internet et aussi du téléphone, surtout pour vous qui tentez de nous joindre. Donc voilà. Donc, surveillez aussi votre boîte mail. On va vous faire des rappels. On va vous redire un petit peu les conséquences. Là, c'est vraiment une coupure très minime puisque c'est 2 heures maximum. Donc voilà pour ces petites actualités. Je terminerai juste cette fois par plutôt une bonne nouvelle. Pardon. Mais on a la date des prochaines rencontres du secrétaire général de mairie. Ce sera le jeudi 12 juin prochain. Donc, a priori, sur la commune de Jean-Ménil. Là aussi, ce sera une information qui vous sera diffusée officiellement de manière assez rapide dans les jours qui viennent. En tout cas, voilà, prochain rendez-vous, secrétaire général de mairie de moins de 2000, ce sera donc le 12 juin prochain.
Voilà, pour ce qui est des actualités, alors ce que je vous propose, bah, c'est de commencer tout de suite l'ordre du jour avec l'intervention de Brian. Brian, est-ce que c'est bon pour toi? Oui, Voilà, et ben, et je te laisse la ben, parole et puis, j'essaierai de te retranscrire les questions plutôt en fin d'intervention pour pas couper, d'accord? On va essayer de pas t'interrompre et puis, à la fin de la séquence, on pourra recenser tous les questionnements. Vas-y Brian. très bien. Merci Frédéric, bonjour à tous. Alors je vais parler rapidement en fait d'Aura, c'est-à-dire comment accéder à la plateforme, quelques rappels, pour récupérer des informations si jamais vous avez manqué, ces informations-là. Et juste après en fait, je vais vous remontrer quelque chose, je vais vous faire une démonstration en fait de l'utilisation et du renseignement en fait du formulaire des référents qu'on va sûrement vous envoyer dans les prochaines semaines, pour voilà vous guider et vous aider sur le renseignement de ce formulaire. Alors, je vais vous partager tout de suite mon écran. Donc, pour rappel, pour accéder à la plateforme Aura, donc ça fait à peu près 1 an qu'on a lancé le module Mes demandes et suivis de la plateforme Aura. On vous incite à passer par cette plateforme pour faire vos demandes au CDG, pour voilà, assurer une liaison la plus rapide possible et une réponse la plus rapide possible, pour nos services. Cette plateforme, vous retrouvez aussi des modules qui permettent de créer des livrets d'accueil sécurité et aussi de créer vos lignes directrices de gestion. Donc pour accéder à cette plateforme, en fait, vous pouvez directement passer par notre site internet CDG+. Donc il vous suffit d'aller sur Google, de marquer CDG 88 et vous retrouvez notre site internet. Sur notre site internet, vous avez plusieurs endroits en fait pour accéder à cette plateforme. Soit vous passez directement dans les outils collectivités, vous avez alors 2 boutons. Un bouton Aura qui permet directement d'accéder à l'outil et donc au module que vous souhaitez, soit à faire une demande. Donc là, ça va vous permettre directement de contacter le CDG via la plateforme Aura, mais d'arriver directement sur les différents formulaires qu'on vous propose. Ou alors, vous pouvez passer par le petit bouton Guide Aura. Et ce petit bouton Guide Aura va vous permettre d'avoir des explications sur l'utilisation de cette plateforme. Si on passe par ce petit bouton-là, on va retrouver une première explication qui va vous expliquer c'est quoi le module Mes demandes et suivis. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pour formuler les demandes au CDG et regrouper toutes vos demandes sur le même outil pour une gestion plus simple de notre côté, de votre côté. Et vous retrouverez une petite vidéo où je suis là, où qui vous explique comment ça fonctionne, comment créer un compte, comment faire une demande, etc. Donc, un peu ce que je suis en train de vous dire là. Et vous retrouvez un dernier petit bouton ici qui s'appelle procédure d'utilisation. Et donc là, vous allez retrouver divers documents qui va vous permettre de créer un compte, de, si vous avez oublié votre mot de passe, de le récupérer. Si vous avez besoin de rattacher votre compte à plusieurs collectivités, si vous travaillez dans plusieurs collectivités, bah, vous pouvez appuyer sur ce petit bouton et vous retrouvez juste un petit PDF d'une page qui vous explique comment ça fonctionne pour que vous soyez indépendant. Pour tous ceux qui n'ont actuellement pas de compte, vous êtes indépendant pour le faire. C'est-à-dire que chaque agent d'une collectivité qui souhaite accéder à cette plateforme peut le faire de lui-même en accédant à Aura par ce bouton-là et en appuyant sur créer un compte. Et à partir de là, il suffira de renseigner un formulaire et un mail partira à la collectivité pour valider le compte. Mais vous êtes indépendant sur ça. Et donc je vous confirme bien que c'est bien un compte par agent. Contrairement à Agir où vous avez la plupart du temps un compte pour toute la collectivité, sur Aura, on a bien un compte par agent. Donc voilà pour les accès à la plateforme Aura. Donc moi, je vous incite toujours à passer bien par cette plateforme pour contacter le CDG. C'est là où vous aurez les délais de réponse le plus rapides, les délais de traitement le plus simples et pourrez surtout éviter en fait un mail qui soit perdu dans une boîte mail de, je ne sais pas, quelqu'un qui est absent, quelqu'un qui s'est absenté quelques semaines ou quelqu'un qui n'est plus là, etc. En passant par cette plateforme, vous vous assurez que quelqu'un finisse par vous répondre et dans le meilleur des délais, je l'espère. Donc, je vais vous parler du deuxième sujet. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure du formulaire des référents. Donc, l'idée des référents thématiques, donc on a déjà dû faire un recensement des référents l'année dernière et on le fait de manière assez régulière, comme pour les coordonnées des autorités territoriales. L'idée, c'est toujours d'adresser les bonnes informations aux bonnes personnes. C'est aussi de limiter le nombre d'emails. C'est éviter d'envoyer 10 fois le même mail à la collectivité parce qu'on l'envoie à l'accueil, on l'envoie au RH, on l'envoie au service des assurances, etc., etc. Donc l'idée, c'est de renseigner les personnes qui s'occupent d'une thématique dans votre collectivité. Donc pour ça, en fait, on va vous envoyer donc la semaine prochaine ou dans les semaines qui suivent un mail
où dedans, vous aurez un lien unique qui ressemblera à ça, le mail, et vous aurez un bouton unique qui vous permettra de renseigner ces référents pour votre collectivité. Il suffira alors de cliquer sur ce petit bouton et vous irez sur ce formulaire de recensement des référents thématiques. Donc, c'est assez rapide à renseigner, surtout si vous l'avez déjà fait les précédentes fois. La première chose qu'on vous demande, en fait, c'est le référent par défaut, la personne qu'on doit contacter sur la plupart du temps. Donc, ça va être la secrétaire de mairie, ça va être peut-être le DGS d'une collectivité ou ce genre de réponse. Donc en fait, c'est tout simple. Vous avez simplement à sélectionner parmi la liste des agents de votre collectivité. Donc là, vous voyez plein de noms un peu bizarres parce j'ai pris une collectivité de test. Donc soit vous sélectionnez un agent qu'on connaît déjà dans nos systèmes, soit alors la personne n'apparaît pas dans cette liste et il vous suffit de cocher cette petite case à cocher à droite. Et là, vous allez être libre de désigner si ce référent par défaut, c'est un agent, est-ce que c'est un élu, est-ce que c'est autre chose. Bon, la plupart du temps, ça va être un agent ou un élu. Et là, vous allez pouvoir nous renseigner toutes les informations concernant cette personne, son nom, son prénom, sa date de naissance, son email, sur lequel du coup on pourra vous contacter pour les newsletters thématiques, les newsletters actualités, etc. Et sa fonction. Donc moi là, dans cet exemple, je vais prendre quelqu'un qui existe déjà. Tac, on va prendre cette personne-là. Moi, je vais renseigner un numéro de téléphone et une fonction. Ensuite, vous avez juste à appuyer sur ce petit bouton Suite étape 2. Et donc là, vous allez arriver, en fait, à toutes les différentes thématiques que vous pouvez éditer. Là, par exemple, la personne qu'on a désignée juste avant, elle s'est mise par défaut sur toutes les thématiques, sauf l'action sociale, puisque nous, dans nos systèmes, on avait déjà que Madame Carme était la référente de cette collectivité pour l'action sociale. Si vous souhaitez faire des changements, imaginons que vous avez mis comme référent par défaut pour le signalement Monsieur Magie, mais que ce n'est pas lui qui s'occupe du signalement dans votre collectivité ou qui est intéressé par ce sujet, il vous suffit en fait à chaque fois d'appuyer sur ce petit bouton bleu qui est à droite, qui permet de modifier le référent. Lorsque vous cliquez dessus, des petits boutons vous permettant de modifier vont apparaître. Et donc là, on fait la même chose. Soit on sélectionne quelqu'un qui existe parmi la liste, soit vous sélectionnez la personne n'est pas dans la liste, et à ce moment-là, on va vous demander de renseigner la même chose qu'avant. Le nom, le prénom, la date de naissance, si c'est un agent, si c'est un élu. Et vous pouvez modifier bien sûr l'adresse mail, sa fonction, son téléphone, pour chaque thématique. Si vous souhaitez avoir plusieurs personnes qui sont contactées pour une thématique, imaginons que pour les carrières et instances paritaires, je n'ai pas que Monsieur Magie sur cette thématique, mais une autre personne. Il me suffit d'appuyer sur le petit plus sur la ligne. Et alors là, je vais pouvoir renseigner ce qu'on appelle un référent secondaire. Donc c'est pareil que tout à l'heure, on choisit quelqu'un. Donc là, on pourrait prendre Madame Carme. On dit que cette personne devient référent secondaire. Et là, vous voyez qu'il y a une deuxième ligne qui s'est ajoutée, que le référent secondaire, c'est Madame Carme. Et donc là, si on décide, nous, d'envoyer une newsletter thématique sur la carrière, on a bien ces deux personnes qui seront contactées. Donc ça vous permet, à vous, collectivité, de recevoir les bonnes informations pour les bonnes personnes, et à nous de s'assurer aussi qu'on envoie les bonnes informations aux bonnes personnes. Et donc une fois que vous avez tout renseigné, alors si vous voulez bien sûr supprimer... Alors tout ce que je vous explique, c'est aussi écrit à chaque fois dans la petite explication qui est au-dessus. Si jamais vous voulez vous référer, vous rappeler ce que je viens de dire, vous l'avez dans l'explication juste au-dessus. Et une fois à la fin, vous pouvez juste cocher la prise en compte des mentions RGPD, mettre un petit commentaire si jamais vous avez eu des difficultés à remplir le formulaire ou autre commentaire qui sera envoyé à nos services, et appuyer sur envoyer. À ce moment-là, le formulaire part et sera validé dans nos services. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des questions, Frédéric? Regardons. Alors, pourra-t-on à terme mettre en copie une adresse mail? Je m'explique, parfois on pose une question, mais on ne peut pas partager avec un élu, seulement avec un agent qui a un accès utilisateur sur Aura. Et Ah quand oui, on là, ça obtient les vient de... Oui. Donc là, c'est pour la partie Aura, donc pour le module Mes demandes et suivi. Oui, on a déjà eu la remarque, Madame François, et on travaillera sur le sujet. Pour l'instant, vous pouvez pas le faire, en effet. OK. Bon, alors a priori, c'est tout bon pour les questions. Enfin, n'hésitez pas, hein, même si on peut continuer l'intervention. Ouais, OK.
Oui, c'était bon, Brian? Bah, pour moi, écoutez Frédéric, c'est tout bon pour moi. Donc effectivement, alors c'est important, donc généralement quand même, il faut juste rappeler quelque chose, mais généralement les référents thématiques ne sont pas à modifier toutes les semaines, mais on peut penser envoyer au moins 2 fois par an, en fait, Oui. Brian, ces référents, donc des mises à jour 2 fois par an. Et bien sûr, si vous avez des personnes qui arrivent dans la collectivité, comme Brian l'a montré, on peut les inviter à créer un compte et ensuite à se rattacher, enfin, en suivant la procédure exacte que tu as refaite, Mhm. que tu as présentée. Ok. Donc là, c'est voilà. Ce qu'il faut garder en tête, c'est créer un compte si on n'en a pas, et puis on reste toujours là à disposition. Pardon. Eh bien, ouais, si tu peux rester encore quelques minutes, Brian, si jamais il y avait d'autres questions, vous n'hésitez surtout pas à les mettre, à les poser sur le chat. Et puis, Brian pourra peut-être y répondre, appeler, vous recontacter, parce que des fois, tout n'est pas forcément facile à expliquer par écrit. Oui, très bien. Ok. Merci. Ouais. Merci, Brian. Alors, on va passer au deuxième sujet. Brigitte, donc, c'était une demande assez récurrente donc, des participants au Visio 1 heure pour tout savoir, de refaire ce fameux point, surtout en période budgétaire, où il y a des maquettes qui le prévoient. Donc, de faire un petit rappel sur le tableau des effectifs. Ok. Allez-y, Brigitte. Bonjour à tout le Là, monde. pareil. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, Donc, je ouais, vais on vous entend très partager bien. le petit document. Est-ce que vous le voyez ou pas? Non. Encore. Alors, Est-ce pas que là, c'est encore, bon? ça y est. C'est Vous bon. voyez? Ouais, C'est tout bon. Alors oui, un petit focus sur le tableau des effectifs. Voilà, un petit rappel. Bon, le tableau des effectifs, en fait, il constitue la liste des emplois de votre collectivité qui sont ouverts budgétairement, pourvus ou non. Généralement, ils sont classés par filière, cadre d'emploi et grades, et ils sont surtout distingués par la durée hebdomadaire de travail, la DHS, comme on dit, voilà, qui est déterminée en fonction des besoins du service. Alors, ils concernent principalement les emplois des fonctionnaires, stagiaires, titulaires et les emplois de contractuels de droit public, et non pas les emplois de contractuels de droit privé. Voilà. Donc, c'est une obligation de l'annexer au budget primitif et au compte administratif. Bon, maintenant, on dit le CFU, le compte financier unique. Donc, chaque année, votre collectivité doit le joindre donc aux documents budgétaires. Voilà. Donc, ils sont votés par l'Assemblée délibérante. C'est un état annexe qui est obligatoire et qui est prévu réglementairement. Donc, en fait, c'est un état de l'effectif de votre personnel au 31 décembre de l'année écoulée. Alors, ce tableau qui indique, comme je le disais, les postes permanents ou non permanents qui sont autorisés par l'Assemblée délibérante. Ces postes, on va dire parallèlement, doivent faire l'objet d'inscriptions de crédit pour le recrutement, au recrutement. Ça concerne bien sûr les créations de postes avec le grade précis correspondant à la durée hebdomadaire, dont je le disais il y a quelques secondes. Pour les créations de postes, je rappelle rapidement qu'il n'y a pas d'avis du CST nécessaire en amont, alors que c'est le cas pour les suppressions de postes, qui, elles, sont soumises à l'avis préalable du CST. L'avis du CST est aussi requis lorsqu'il y a une modification de durée hebdomadaire de poste, alors notamment lorsqu'il y a une variation en plus ou en moins par rapport à de 10% en fait, hein, que ce soit en moins ou plus. Voilà, il faut saisir le CST et également lorsque le seuil d'affiliation à la CNRACL est perdu. Donc si on passe en dessous de 28 heures, là il faut saisir le CST. Alors, ce qu'il faut retenir aussi dans le tableau des effectifs, c'est que la mention du nom des agents et de l'aménagement du temps de travail est facultative. Alors, bien sûr, on va le voir après, donc on va voir le tableau des emplois, on peut aussi l'appeler comme ça. Ça facilite le fait de mettre le nom des agents, l'identification et le suivi du poste. Donc, lorsque le tableau est annexé à une délib, il faut surtout l'anonymiser, donc en vertu bien sûr du respect du RGPD. Voilà, donc il ne faut pas omettre d'enlever les noms des agents qui pourraient être inscrits.
Voilà. Idem, si vous diffusez ce tableau des effectifs de façon interne dans la collectivité, que ce soit des élus ou dans des services autres que la compta ou les RH, n'oubliez pas d'enlever le nom des agents. Alors, c'est un outil incontournable, donc je le disais, de la gestion du personnel. Donc, ça permet de piloter, on va dire, activement les emplois de la collectivité. Voilà, donc c'est une logique un petit peu réglementaire, mais aussi prévisionnelle. Ça permet une traçabilité, une visibilité des emplois de la collectivité à un moment donné, donc au 31/12 de l'année écoulée notamment. C'est une photographie à un instant T. Il peut aussi, ce tableau des emplois, englober d'autres données. Ce n'est pas seulement la filière, le grade, ça peut être aussi d'autres informations comme le service d'affectation des agents, le nom, prénom des agents, qui vont servir notamment à faciliter un petit peu l'état des lieux de tous les emplois de votre collectivité. Identifier aussi les besoins futurs. Voilà, contribuer à la maîtrise des charges de personnel, avoir une certaine cohérence, voilà, dans une lisibilité dans l'organisation de votre collectivité ou de votre établissement. Voilà, donc aussi, c'est aussi garantir une transparence aussi pour les agents de votre collectivité, voilà, pour des possibilités d'avancement ou de mobilité interne, voilà, d'évolution selon l'emploi qu'ils occupent. Donc là, je vous ai inscrit dans la diapo ce qui normalement est le modèle réglementaire qui doit être annexé au budget primitif, enfin au compte administratif. Voilà, ce qui est présenté normalement de façon réglementaire sous ce tableau-là. Donc, on y voit bien sûr donc le nom des emplois par filière. Vous le voyez ça? Essayez de grossir, de zoomer un petit Ah, peu. je sais pas si. Est-ce que Voilà, là ça marche? C'est allez-y, mieux? allez-y, allez-y. Oui, Oui, allez-y, voilà. allez-y, encore, Donc, on encore. voit bien sûr par filière les emplois, bien sûr les grades. Et là, on voit les catégories aussi, une colonne catégorie, une colonne emploi permanent, non permanent, à temps complet, temps non complet, et puis agent titulaire et non titulaire. Donc aujourd'hui, ça devrait être contractuel, donc ce n'est plus le terme adéquat, mais voilà. Donc ça permet déjà d'avoir une photographie assez précise de vos effectifs. Donc c'est un outil à la base déjà comptable et budgétaire. Donc là, je vous ai aussi comment dire, inscrit un tableau des effectifs un peu plus comment dire, ouvert, enfin un peu plus complet. Donc c'est plutôt un outil RH, voilà, où là on retrouve beaucoup plus d'informations. Comme je le disais tout à l'heure, on peut retrouver le statut de l'agent, alors dans le détail, son temps de travail, son service, la durée bien sûr hebdomadaire du poste, donc ça c'est important. Alors en centièmes, mais ça peut être aussi en heures, minutes, si on veut vraiment être précis. Voilà, si l'agent est à temps partiel. Depuis quand le poste est vacant. Ça peut être aussi une référence importante, la date et le numéro de la délibération qui correspond à la création du poste. Et je sais qu'en ce moment, souvent, les trésoreries réclament au secrétaire de mairie ou au gestionnaire RH ces délibérations, même très anciennes. Donc, elles demandent un justificatif de la création des emplois. Donc ça vous permet d'avoir quand même un pense-bête assez précis et qui vous permettra de, selon le cas, de donner un justificatif. Voilà. Donc ça peut être, c'est un exemple parmi tant d'autres. Le tableau des effectifs, en fait, vous pouvez vous le construire vous-même avec les données qui vous semblent le plus important, enfin, les plus importantes. Alors, ce qu'il faut retenir du tableau des effectifs ou du tableau des emplois, comme vous voulez, bien sûr, ça précise la nature des emplois permanents, non permanents de la commune, enfin de la collectivité, pardon, mais ça établit aussi la preuve de l'existence des emplois qui sont pourvus et vacants. Ça peut être nécessaire, utile, en cas de demande de réintégration suite à une disponibilité. Il faut prouver que vous n'avez plus d'emploi vacant ou pas. En cas de retour après un détachement, un congé parental, une décharge de fonction ou même un reclassement. Donc là, c'est aussi un document qui va vous servir de preuve. C'est un outil aussi qui sert de support à la projection et au suivi de la masse salariale et aussi bien sûr de la politique GPEC. Donc ça vous permet de faire des prévisions aussi pour l'avenir. Alors ça rassemble bien sûr des données qui peuvent être demandées lors de contrôles, le cas échéant de la Chambre régionale des comptes. Souvent c'est un document qui est requis et demandé.
En conclusion, ce tableau des effectifs, il faut le toiletter, il faut le mettre à jour régulièrement par un passage au CST d'abord, hein, et puis une délibération ensuite qui va officialiser ce tableau et le rendre lisible, voilà, et supprimer notamment les emplois qui sont inutiles et qui ne feraient pas l'objet de recrutement nouveau. Souvent, les communes ont tendance à supprimer tout de suite les postes dès lors qu'un agent avance de grade ou voilà, change de change de cadre d'emploi. Elles veulent tout de suite supprimer le poste, mais il n'y a aucune obligation à le faire. Vous pouvez très bien le garder au sein du tableau des effectifs, c'est tout à fait possible. Il ne sera pas pourvu budgétairement, mais il reste néanmoins dans le tableau. Voilà. Donc, bien sûr, on vous recommande, on vous invite à le faire régulièrement pour ne pas arriver à avoir une liste assez importante d'emplois qui ne reflètent pas la réalité de votre collectivité. Donc voilà, on vous incite à le faire, mais il n'y a pas non plus d'urgence, vous n'êtes pas encadré par des délais stricts quant à la suppression. Voilà. Voilà, j'ai fait, je pense, un petit peu le tour de ce qu'est le tableau des effectifs. Donc, je ne sais pas s'il y a des On va questions. attendre les questions. Moi, j'ai juste une précision. Alors, ça concerne des cas quand même assez exceptionnels, mais dans le cas de suppression de poste, Oui, ces précisions du tableau des effectifs sont vraiment très importantes. tout à fait. On a déjà vu quand même assez régulièrement, dans le cas de suppression de poste, des tableaux d'effectifs pas assez précis sur les fonctions, et on ne pouvait pas déterminer avec précision quel était le poste en question, et donc quel était l'agent qui était nommément désigné et concerné par cette suppression de poste. Donc le fait de mettre vraiment ces précisions dans un tableau est vraiment important dans le cas particulier, c'est vrai pour l'instant, des suppressions de poste. Alors, ça me permet de rebondir sur la délibération. Attention, une délib n'est pas nominative. Hein. Surtout pas. Voilà. Voilà. Donc, Voilà. quand je Donc, dis la précision oui. de poste, c'est vraiment, Oui, je oui, sais bien sûr. pas, Goutier du secteur nord-est de la commune, par exemple, et Goutier du secteur sud-est de la commune. C'est ce genre de précision en fait qui permet ensuite, quand il y a besoin, de savoir de quels agents, on va dire quelles personnes physiques on parle, là dans mon exemple en cas de suppression, même comme vous l'avez dit, en cas d'augmentation du temps horaire ou de la diminution du poste. Tout à Donc fait. voilà, c'est pour ça que ça peut paraître un Alors, je peu ne sais pas comment les collectivités procèdent aujourd'hui, mais il y a plusieurs façons de faire. Soit on remet à jour, bien sûr, dès qu'un poste est créé ou supprimé ou dans la durée hebdomadaire est modifiée, on prend une délibération. Et on peut très bien prendre une délibération aussi en mettant en annexe le tableau général qui récapitule tous les emplois. Bon, ça, c'est vrai, c'est peut-être assez fastidieux, mais au moins le faire une fois par an. Voilà, c'est un conseil. Bon, voilà, pour une bonne gestion, ça permet d'avoir tous les ans un tableau à jour à un moment donné qui vous permettra d'avoir un justificatif un jour ou l'autre en cas de demande. Voilà. Alors là aussi, les communes, souvent quand elles créent un poste, elles ouvrent le poste sur un grade précis. Alors peut-être l'ouvrir sur le cadre d'emploi, c'est peut-être plus judicieux, plus opportun. Ça permet d'être plus ouvert et de recueillir plus de candidatures aussi. Voilà, et de ne pas être obligé de redélibérer à chaque fois. Si votre agent avance de grade ou vous recrutez quelqu'un qui est sur un grade d'avancement, voilà, ça vous permet de ne pas redélibérer à chaque fois. Donc le fait d'ouvrir dès le départ, de créer le poste et d'ouvrir sur le cadre d'emploi, c'est un peu plus facile. Voilà ce que je peux dire par rapport aux effectifs. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je n'en vois pas pour le alors, il n'y moment. a pas de questions. Donc, restez connectés. On va passer au troisième et dernier sujet. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les dire sur le chat. Tout à Et fait. Brigitte pourra certainement y répondre. On pourra peut-être refaire une petite séquence de réponses Ça s'il y a des marche. questions en fin. Alors, le troisième sujet qui nécessite un tout petit aménagement. On va juste prendre cette page-là. Et voilà. Et donc, il s'agit donc pour Coralie et Catherine, de quoi vous allez nous parler, mesdames. Allez-y, puisque c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé en visio, puisqu'il s'agit des archives. Allez-y. Donc, bonjour à tous. Donc Catherine, ma collègue des archives départementales, abordera un peu plus la partie archives électroniques.
puisque Oui, voilà, le un petit département a quelques focus. projets. Et puis moi, ça sera plus détailler les missions de chacun de nos services. En général, on nous confond, moi quand je vais en collectivité, on me prend pour les archives départementales et vous, on vous prend pour Et les inversement. Voilà. Voilà, donc on voulait remercier le centre de gestion de son accueil et de nous permettre cette visibilité. Donc, je travaille aux archives départementales qui ont les 5 mêmes missions que le centre de gestion au niveau des archives: le contrôle, la collecte, la communication, le conseil et la conservation. Mais nous n'intervenons pas au même niveau sur tous les points. Alors, les archives, nous sommes particulièrement chargés du contrôle des archives des communes et de façon générale de tous les producteurs d'archives publiques. C'est une compétence d'État qui est effectuée sous délégation de Madame la Préfète, et elle se déroule sous forme d'inspection réglementaire de façon à voir chaque commune tous les 10 ans. Donc à ce printemps, nous allons visiter une dizaine de communes de la communauté de communes Bruyères-Vallon des Vosges et de la région de Rambervillers, que nous n'avons pas vu depuis plus de 10 ans. Donc ça, c'est automatique. Quand nous venons, nous contrôlons que les archives sont conservées sanitairement de façon correcte, et nous apportons également du conseil, notamment pour le classement et les éliminations. Mais ça se limite à un conseil. On peut également intervenir en cas de sinistre. Si vous avez une rupture de canalisation, un début d'incendie, appelez-nous, nous venons en urgence avec les buvards et tout le matériel nécessaire. Nous avons aux archives départementales une équipe de conservation préventive et de restaurateurs qui nous apportent également tous les conseils nécessaires, ainsi qu'un réseau de spécialistes. Les archives départementales, enfin la directrice des archives départementales valide également les bordereaux d'élimination, par délégation de Madame la Préfète toujours. Donc, pour petit rappel, il est interdit de détruire des archives publiques sans accord de la directrice des archives départementales, ce qui offre en plus une sécurité pour le producteur d'archives, puisqu'en signant le bordereau, elle décharge le producteur de toute responsabilité. Il y a une responsabilité pénale dans le fait de détruire des archives publiques, c'est ça, hein? Tout à fait. D'accord. Vous allez peut-être en parler après, mais c'est pour souligner l'importance de ne pas détruire des archives. Des archives, ça peut aller, oui, jusqu'à 300 de prison et 45 000 € d'amende. Alors, d'habitude, les personnes qui ont peut-être fait ne l'ont pas fait de mauvaise foi et ont très certainement éliminé des documents qui auraient été éliminables à terme. Malgré tout, il est vraiment très important de se conformer à la loi parce qu'il y a des sanctions possibles. Le rôle des archives également de valider les procès-verbaux de récolement post-électoral. Nous rappelons qu'à chaque élection, il faut rédiger un récolement de remise des archives du maire sortant au maire entrant, même si c'est le même maire qui reste en place, mais encore plus si c'est des maires différents. C'est, comme dirait mon collègue absent aujourd'hui, un état des lieux des archives de la commune qui vous permet éventuellement de voir s'il manque des documents. À ce moment-là aussi, ça permet de couvrir la nouvelle équipe. Il faut nous informer de tout transfert de documents, surtout dans tout ce modelage territorial, fusion des communautés de communes, transfert de compétences. Si un fonds d'archives d'un syndicat, par exemple, doit déménager dans d'autres locaux, dans une Comcom, il est important pour nous de le savoir. Donc, nous mettons à disposition un bordereau de transfert qu'il convient de remplir et de nous adresser également. Et enfin, mais là je vais laisser la parole à Coralie, nous contrôlons également le travail des archivistes du CDG. Enfin, c'est un travail qu'elles font en autonomie, mais sous le contrôle des archives départementales qui doit contrôler tous les producteurs d'archives du département. Moi, je voulais juste revenir, alors c'est pas forcément une question, en tout cas je la pose, mais je connais un peu la réponse. Vous intervenez donc effectivement sur le côté, la manière de trier les archives papier, mais comme vous l'avez dit aussi, sur la manière de conserver en fait ces éléments. Donc là, on va regarder s'il y a des champignons, si la température est relativement bonne, etc. Ça, c'est juste pour revenir sur ce point-là, parce qu'on s'imagine que juste traiter des papiers, c'est simple, mais en fait, vous surveillez, vous conseillez les communes
sur la manière, je sais pas, d'isoler, d'avoir un degré d'hygrométrie qui est à peu près satisfaisant ou conforme. Oui, 55%. Voilà. Et quand il y a un développement de champignons aussi, vous êtes formé en mycologie aussi, c'est ça? Au Alors, niveau des archives, oui, pour justement faire en sorte que, parce que c'est un gros problème pour les archives papier, tout ça, mais voilà. Vous intervenez aussi sur des situations comme des inondations ou des fuites d'eau dans les locaux d'archives. Là, il y a toutes des techniques en fait que les communes n'ont pas besoin de connaître, mais il faut vous appeler pour intervenir s'il y a des situations un peu complexes. S'il y a des documents à sauver, oui, on va venir en urgence. Après, si c'est un problème général de tout le local qui effectivement souffre d'humidité, on peut effectuer des prélèvements. Donc, c'est ce qu'on a fait dernièrement dans une commune. Le prélèvement s'est avéré positif. Nous avons transmis les coordonnées d'une entreprise qui opère des désinfections. Et tout le fond va être traité et le local désinfecté. Voilà. Et on peut même mettre des archives papier au congélateur, c'est ça, enfin, dans certains cas de figure, pour stopper le développement des moisissures. Voilà, pour stopper les moisissures. Voilà. Bon, après, c'est des cas qui peuvent faire sourire, mais en tout cas, c'est toujours possible parce qu'il faut sauver ces fonds. C'est possible. En cas de dégâts des eaux aussi, pour éviter de perdre des documents, on va congeler les documents qui seront après lyophilisés, ce qui permettra d'enlever l'eau du document sans pour autant altérer. D'accord, lyophilisé, oui. Oui. C'est la sublimation, rappelez-vous. Voilà. D'accord. Allez-y, continuez. C'était juste. Chimie aussi. Oui, en fait, vous êtes des alchimistes, des frigoristes. Tout ça se fait en lien étroit, comme nous allons sur le terrain et que les archivistes du centre de gestion y vont aussi. Nous échangeons les différentes informations. Alors, tu as oublié de dire aussi que vous contrôlez tous nos travaux. Oui. On doit, les archivistes du centre de gestion sont tenus d'envoyer tous nos rapports et nos instruments de recherche. C'est ça. Voilà. On ne fait rien sans votre travail. Alors, au centre de gestion, donc, nous aidons à la collecte des archives, parce que les archives départementales sont tenues de collecter les archives centenaires des collectivités, donc tout ce qui est état civil, registre d'état civil, des délibérations, des arrêtés. Et le cadastre napoléonien et tout ce qui est archives qui est antérieur à la Révolution. Oui. Donc voilà, nous, quand le centre de gestion nous intervenons, donc en général, nous préparons ces archives-là, nous les mettons de côté. Voilà. Alors, juste une petite précision concernant la collecte. Donc, l'état civil, c'est l'état civil de plus de 120 ans. En raison du nombre croissant de supercentenaires, on laisse 120 ans aux communes pour d'éventuelles mentions marginales. Pour le reste, ce serait normalement toutes les archives administratives de plus de 50 ans, sauf celles dont la mairie aurait besoin pour fonctionner encore. Mais pour des questions de stockage, nous nous contentons effectivement de prendre les registres des délibérations, les documents précieux comme le cadastre. Voilà. Alors, le centre de gestion, donc, par ses interventions, permet d'optimiser aussi la collecte des archives départementales lors de ces interventions, puisque nous mettons à jour tout le classement des collectivités. Nous aidons aussi à la gestion des documents informatiques, mais ça, tu reviendras un peu plus en détail après, c'est ça? Alors voilà, nous, centre de gestion, nous pouvons faire des formations pour aider, et puis faire aussi des cas pratiques pour aider à mettre en place des bonnes règles, des procédures pour la gestion des documents informatiques, donc des règles d'image, des arborescences, faire des exercices pratiques au lieu de collectivité, faire une première assistance, on va dire. Nous aidons aussi à rédiger, ou nous faisons souvent le procès-verbal de récollement des archives après les élections municipales. Donc ça va être d'actualité bientôt. Parce que d'ici un an, élection municipale. Donc voilà, donc on rappelle, le PV est obligatoire depuis 1926. Oui. Et nous rédigeons aussi les bordereaux de transfert. Donc là, je pense par exemple à certaines communes qui ont transféré les compétences eau et assainissement aux intercommunalités. Normalement, il y aurait dû avoir un bordereau qui accompagne le transfert des dossiers aux intercommunalités. Voilà. Puisque le maire se décharge des dossiers qu'il a transmis à l'intercommunalité, le président prend en charge les nouveaux dossiers. Et les archives départementales doivent être informées aussi de ces transferts de documents. Oui, c'est très important pour nous pour suivre la localisation des différents fonds. Nos deux services apportent conseil aussi aux collectivités. Alors, au même niveau. Voilà, donc, tu veux détailler ton niveau? Alors, le conseil, oui, on l'apporte déjà lors des visites. Donc là, c'est un conseil individualisé, mais c'est assez rapide. Une visite, ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Au besoin, si la municipalité le demande, on peut revenir pour un peu plus longtemps, de 3 heures, pour une formation précise à l'élimination dans leur commune. Donc, dans ce cas-là, on demande la présence forcément de la secrétaire de mairie et d'un élu. Et on forme à
la rédaction d'un bordereau d'élimination, l'identification des documents qui peuvent être éliminés. Par contre, on ne fait pas à la place d'eux. Voilà, donc nous sommes centre de gestion, nous faisons aussi des formations, mais moi, ça va être plus axé sur la pratique. Je fais beaucoup de rappels de réglementation aussi, mais j'inclus aussi des exercices pratiques, rédaction de bordereaux d'élimination, tenir à jour l'instrument de recherche, voilà, des choses comme ça, comment ranger ses fonds. Et donc, notamment, semaine prochaine, on a une formation prévue sur l'archivage électronique, la gestion des documents informatiques, l'archivage électronique. Et nos deux services diffusent et communiquent aussi tout ce qui est bonnes règles, bonnes pratiques, la réglementation en lien avec les archives. Concernant la conservation des archives, nos deux services apportent des conseils pour la conservation préventive. Moi, quand je viens faire un diagnostic, je leur dis toujours attention, et pas de bois, attention, les conditions de conservation, la température, l'hygrométrie, etc. Attention au sol, qui puisse supporter la masse des archives. Les interventions des archivistes du centre de gestion permettent d'améliorer la conservation des archives de la collectivité, puisque à chaque fois nous reconditionnons tous les fonds. Et nous, donc, nous demandons aux collectivités d'améliorer aussi les locaux d'archivage. Voilà. Donc, ce qui fait que les archives sont satisfaits. Et donc, les archives départementales, quand ils viennent récupérer les archives centenaires ou inspecter, c'est très content. C'est tout au propre, en fait. C'est ça. Vous faites des photos avant-après pour chaque question. Oui, on essaie d'y penser. D'accord. Et donc, comme tu l'as dit, les archives départementales ne font pas à la place. Si vous avez besoin, ce sont les archivistes du centre de gestion qui font les interventions, qui effectuent tout le classement. Enfin, la communication des archives. Le centre de gestion, nous mettons en place des instruments de recherche informatisés. Quand nous classons, nous rédigeons un tableau Excel. Nos deux services communiquent les délais de communicabilité, enfin toute information en lien avec les archives, et vous mettez en ligne des instruments de recherche. Quand vous collectez des fonds, vous les classez. Et ils sont diffusés. Voilà. Donc, si vous avez besoin de connaître les fonds anciens de votre collectivité, il faut aller consulter sur le site internet des archives départementales. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve comme... je ne sais pas si vous voulez donner des exemples de ce que vous retrouvez et qui mérite d'être versé aux archives départementales. Déjà tous les cadastres napoléoniens. Oui, des atlas du cadastre, des beaux plans du 18e. Oui, est-ce que vous avez découvert des pépites d'archives qui auraient vu récemment tous les arrêts, oui. Les arrêts du roi Stanislas. Voilà, oui, qu'on va collecter à Bruxelles. Il y a eu des fonds de la Première Guerre aussi. Enfin là, c'était il y a quelques années. Oui, il y a quelques années, il y a eu une grande collecte. C'était surtout auprès des particuliers, mais en commune également, a été collecté jusqu'à la période Première Guerre mondiale. Les registres paroissiaux, c'est certaines communes les ont encore. Les cachent encore, oui. Alors, oui, leur conservation sanitaire sera mieux assurée. Oui, parce que l'idée, c'est de ne pas déposséder la commune de fonds d'archives qui sont de grande valeur, et plutôt de les conserver proprement. Puis ensuite, vous pouvez aussi les mettre en avant. C'est ça, les valoriser. C'est leur donner accès à tout le monde aussi, parce que c'est plus facile de venir consulter aux archives départementales que de faire le tour de chaque commune. Ouais. Et c'est leur assurer, oui, une sécurité sanitaire. Donc, de toute façon, le dépôt est obligatoire pour les communes de moins de 2000 habitants. Certaines communes ont demandé à conserver en mairie. Dans ce cas-là, il faut qu'on s'assure que toutes les conditions de sécurité et sanitaire soient bien remplies. Et c'est valable jusqu'à la prochaine visite uniquement. Alors, nous aimons bien travailler en lien avec le centre de gestion. Quand, lors des visites de contrôle, on voit qu'il y a une grosse arriéré de classement. Si la municipalité n'a pas le temps de procéder, effectivement, on leur conseille de s'adresser, de demander un devis au centre de gestion. Donc, c'est vraiment un travail complémentaire. Et puis encore un petit message pour toutes les communes qui ont fait appel au centre de gestion et qui disposent à présent d'un bel instrument de recherche, un tableur Excel. Votre récollement est déjà fait. Oui, c'est vrai, je n'ai pas pensé à le dire. Donc, c'est une question justement sur le récollement de l'année prochaine. Voilà. Faites un copier-coller de l'instrument de recherche dans le futur procès-verbal. C'est ça. Il y a juste une page de procès-verbal avec signature du maire entrant, du maire sortant, auquel il faut joindre le récollement, c'est-à-dire l'inventaire des archives. Et si vous avez le tableau du centre de gestion, il est déjà fait. Vous nous joignez ce tableau. En fait, si on suit, si j'essaie de reformuler différemment, c'est-à-dire si on suit ces archives, ce qu'on met en boîte, ce qu'on numérote, etc., avec un outil de recherche qui est une sorte de tableur Excel, ou un outil spécifique,
pour le coup, le récollement est Oui, extrêmement mais c'est ça, simple. c'est Oui, déjà On fait. fait juste une Un impression, copier-coller. on fait signer et puis terminé, quoi. Ça va vite. c'est Ça va ça. vite. Donc, nos archives, on propose des outils si vous voulez le faire vous-même. Et si vous préférez externaliser cette fonction, qui est comme la responsabilité du maire, la conservation et le classement des archives, vous avez des experts en la Voilà. personne des archivistes du centre de gestion. Donc, pour répondre à Delphine François sur récollement ou pas l'année prochaine, Oui. il y a des élections en mars, a priori. C'est Voilà. obligatoire. Donc là, pour le coup, comment concrètement, on attend que soit désigné le nouveau maire, enfin le nouveau conseil municipal, le nouveau Commencer maire. juste avant, hein. Oui, la liste. En amont, on prépare On justement peut déjà bien commencer à faire avant. à préparer, et ensuite quand le nouveau maire arrive, alors ou pas, qu'il soit nouveau ou pas, on a dit Pas. tout à l'heure que même si c'est la même personne, si c'était un auto-récollement, si c'est un point ça, d'étape, mais en tout cas si ça change, on attend le nouveau maire et ensuite on édite ce bordereau avec les signatures des deux Ancien élus, maire, nouveau l'ancien maire. et le nouveau. C'est ça. C'est une Des tâche, charges et un prise en passage de charge. témoin en fait au C'est niveau ça. archivistique qui est vraiment obligatoire. Ça peut ne pas prendre beaucoup de temps, mais voilà, en tout cas on est dispo s'il y a besoin de le Après, faire. c'est vrai que s'il est fait régulièrement tous les 6 ans, c'est juste une mise à jour. Oui. Sur ta première fois, c'est comme si ça n'a jamais été fait, mais ensuite, c'est Oui. plus rapide. Nous incitons les communes à suivre effectivement les documents produits, à mettre à jour régulièrement les éliminations, les retirer du stock et ajouter de nouveaux documents. Et comme ça, le récollement se met à jour au fil de l'eau. Si ça n'a pas été fait, effectivement, prendre un dernier récollement et pointer les différences. D'accord. Alors, on peut continuer. Au niveau du partage, oui, ça y est, on retrouve votre partage. Non, c'est pas le bon. Alors non, c'est certainement pas la bonne fenêtre. Il n'arrive pas maintenant. Tiens, je l'ai dessus. Non, il va arriver. Donc là, je voulais vous présenter un petit focus sur la gestion des documents électroniques, puisque c'est effectivement le point sur lequel on a le plus de questions, parce que, j'ai oublié de le dire, mais nous également, nous réalisons des formations en fin de tournée. Ce sont des formations de 2h30 à l'attention de toutes les secrétaires de mairie, de l'interco qu'on a inspecté. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail et pas le temps de faire des exercices pratiques, mais on vous donne déjà les bases. Donc nous allons faire un petit focus sur la gestion des documents électroniques, excusez-moi, ou pour tout ce qui est l'informatique, effectivement l'usage a précédé les règles, donc maintenant beaucoup de personnes ont du mal à s'y retrouver. Ce qu'on explique, c'est que finalement, ça se gère comme des archives papier, c'est-à-dire qu'un document aura également une durée d'utilité administrative, c'est-à-dire une durée minimale de conservation, et un sort final, conservation définitive ou élimination avec bordereau. Oui, on ne jette pas des archives comme ça, il faut faire un bordereau. Informatique, c'est comme le papier. Voilà. Alors, en vue de vous aider à vous organiser pour retrouver facilement pour votre fonctionnement, retrouver facilement l'information, et également dans la prévision de futurs dépôts d'archives électroniques, il convient de respecter quelques petites règles. Alors déjà, nous allons procéder à un sondage auprès des communes que nous allons visiter pour lister un peu toutes les applications et plateformes nationales qui sont utilisées à présent. Beaucoup de documents sont totalement dématérialisés. Il n'y a plus, je pense par exemple aux listes électorales, on n'a plus de documents papier. Il est apparemment émis uniquement sur une plateforme nationale. On a également la dématérialisation du dossier d'urbanisme. Donc par rapport à tout ça, on se demande comment ça fonctionne. Donc les mêmes délais et les mêmes sorts finaux s'appliquent que pour les documents papier. Pour vous y retrouver, il faut extraire ces données depuis les plateformes ou les applications, quand c'est nécessaire, et les ranger dans un plan de classement, dans une arborescence informatique. Alors, par exemple, on voulait faire un petit focus. Voilà. Nous avons là une arborescence qui correspond à toutes les compétences d'une commune et qui reprend le plan de classement des archives communales. Donc l'idéal, c'est d'avoir le plan de classement dans vos étagères et le même dans votre ordinateur. Si les données sont extraites au fil de l'eau et rangées dans le bon dossier, finalement, c'est pareil, le classement et le récollement se fera tout seul. On prend par exemple ressources humaines et à l'intérieur, vous avez tous vos sous-compétences, sous-dossiers
Et à l'intérieur de chaque sous-dossier, vous aurez tous vos documents classés par date. Les plans de classement, ça fait l'objet aussi de l'intervention, je pense, du CDG ou même des AD, Alors, archives départementales. Forcément, pour une commune, vous avez des plans de classement type qui balayent ça, moi, j'en mets l'ensemble un de type. toutes les activités. Donc, il n'y a pas de, il y a pas moyen en fait d'avoir un document Qui pour ne lequel on ressort ne pas. trouve pas de dossier qui correspond. Alors, si jamais, on peut le créer. Si jamais, Voilà. oui, Ça c'est s'adapte une- après, hein. c'est Voilà, très très particulière. Des nouvelles missions. Admettons qu'une commune des Vosges ait un port maritime, Pourquoi elle pas. pourrait le créer. Ouais. Voilà, il est quasi exhaustif, il est modulable, hein, Oui, c'est pas un cas imposé. particulier, on Voilà. contacte l'un des deux services. Mais Voilà, et ce plan-là, nous sommes mis d'accord, Voilà. nos deux services. il a été harmonisé Et, conjointement. et à deux pour fois. le coup, les sous-parties, par exemple, dans le dossier numéro 3, ressources humaines, là aussi, c'est normé. Enfin, c'est le plan de classement qui détermine les sous-parties. Ça reprend le plan de classement qui Mhm. est lui-même issu des circulaires nationales. D'accord. Et avec ça, normalement, on balaye toutes les compétences des communes. Donc, effectivement, libre aux communes de supprimer un dossier dont elles n'auraient pas l'utilité parce que pas de compétences pas concernées, et libre aux communes de rajouter un dossier. Le tout, c'est que les données soient organisées. Déjà pour le fonctionnement au jour le jour, et également dans le but des futurs dépôts, puisqu'il y aura aussi, plus tôt que tard, des dépôts d'archives électroniques. Il y en a déjà sous forme de flux pour toutes les communes qui adhèrent à la SPL. Il n'y a pas encore. XDMAT. Ah oui, pardon, à XDMAT. Il n'y en a pas encore pour les versements bureautiques, manuels ou issus d'autres applications, mais c'est à l'étude. Alors, une question, je prends ma délibération, je la fais signer électroniquement par l'outil XDMAT. Cette délibération signée électroniquement part en archivage directement ou alors il y a... Oui, c'est du flux. C'est du flux en... Voilà, vous appuyez sur des boutons et là, pour le coup, Ouais. l'archivage au sens propre du terme de cette délibération, qui doit avoir une conservation Oui, indéfinie, tout est. part vraiment dans des locaux d'archivage qui ressemblent plus à des armoires informatiques qu'à des rayonnages. C'est ça. Papier, ouais, c'est ça. Donc, est paramétré justement sa durée d'utilité administrative et son sort final. Elle est déjà paramétrée. Oui, donc, elle est déjà paramétrée. Donc, si c'était un document qui s'élimine, il Il s'éliminerait s'éliminera tout seul. Le bordereau sera généré tout seul. Si c'est un document de conservation définitive, il ira tout seul dans le SAE, le système d'archivage électronique. D'accord. Donc c'est très très simple pour ceux qui utilisent XDMAT. Oui, XDMAT pour. Alors, pas toutes les applications d'XDMAT, mais la plupart. Ok. Après, on a donc d'autres documents qui seront intéressants pour faire valoir à la fois des droits et pour l'intérêt historique, qui ne passent pas par XDMAT, donc il faudra songer à leur dépôt dans le SAE. Et dans cette optique, il convient déjà d'avoir des données le mieux structurées possible. Donc on a effectivement une étape, organiser son arborescence informatique et après ranger les fichiers. Et pour ça, on voulait aussi faire un petit focus sur les règles de nommage qui ne sont pas imposées. Donc, on vous communique simplement les bonnes règles qui vous permettent d'optimiser votre règle de nommage. De s'y retrouver Et de plus s'y facilement, retrouver. en fait. Hein. C'est pas obligatoire, mais c'est recommandé, pas pour vous embêter, mais pour s'y retrouver. Tout à fait. Ouais. Oui, c'est pour vous rendre Lorsqu'on fait des service. tris par date, par... Voilà. Vous voyez, si on applique la date à l'anglo-saxonne, 2025, 03, 20, Oui. vos documents se classeront par ordre chronologique automatiquement. Donc ça, c'est la première chose. Également, on sensibilise quand même au fait que le nombre de caractères est limité. Ça fait 256 caractères en tout, sinon vous risquez de perdre votre fichier. Et il prend tout le chemin d'accès, y compris dans le nom. C'est pour ça qu'on préconise aussi de ne pas aller au-delà de 5 sous-niveaux dans l'arborescence. D'utiliser plutôt le tiré du bas, underscore, le tiré du 8, que les espaces. Parce que je crois qu'un espace prend. C'est pour la recherche. 3 caractères. C'est pour la recherche. Ça passe, pour la recherche, qui démultiplie. Ah, pour la recherche aussi. Ouais. Mais on m'a dit qu'un espace prenait 3 ou 4 caractères. Ouais. Alors que le tiré du 8 n'en prend qu'un. Donc il n'y a pas de petite économie. C'est bien de s'y mettre, parce que franchement, essayer de vous contraindre à ce format date américaine et que des underscores, pas d'accent. Oui, voilà, pas d'accent, pas de mots vides. Les articles n'ont pas tellement d'intérêt dans le nommage d'un fichier. Donc, effectivement, on préconise un modèle qui est la date à l'anglo-saxonne, le sujet
exemple voirie, le type de document, compte rendu, devis, etc. et la version. Si c'est la version 1, 2, 10 ou la version définitive. Et sachant que quand on arrive à la version définitive, on peut éliminer les versions intermédiaires. Voilà ce qu'on préconise. Plutôt VD, j'avais l'habitude de V99, mais non. C'est Ok. VF. VF ou VD. Version finale. D'accord. Donc ça permet aussi de pouvoir éliminer tout ce qui est brouillon, documents intermédiaires. Il convient de faire un tri régulièrement pour, tout pareil comme le papier, ne pas se trouver tout à coup englouti par une masse de documents. Ok. Alors, nous nous contentons pareil de diffuser les règles de bonne pratique. Nous ne faisons pas non plus à la place. Je crois que c'est une prestation que propose le centre de gestion également. On vous donne des outils et les règles. Tout bon pour toi? C'est tout bon, merci. Alors, est-ce que c'est tout bon? Pour l'instant, on n'a pas de questions. Alors, j'essaie de poser des questions toutes bêtes. C'est peut-être les questions que les gens auraient pu poser. Elles sont très éclairantes. Oui, est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'on vous verra à l'Open 88? Je ne sais plus. Non, pas spécialement. Très certainement. Oui, certainement. Oui, voilà. Ok. Sur les reliures des Ah, registres. Ah oui, les règles de reliure. Voilà. On vous fera relier tous les registres présents, c'est ça? Il y a des ateliers. Oui, d'ailleurs, oui, en parlant de délibération, effectivement, vous allez envoyer votre délibération dans la SPL. Malgré tout, jusqu'à présent, pour tout ce qui est délibération, c'est le registre papier qui est le document original. Et ces délibérations du contrôle de légalité sont éliminables au bout de 10 ans. D'accord. Voilà. Ok. Ah, alors on a des questions. Delphine François, combien de places reste-t-il vendredi prochain? Assez pour. Ouais, il reste 2-3 places. Après, on peut ouvrir un peu plus. Hein. Oui, oui, donc n'hésitez pas. Je crois que Elisabeth, au niveau du chat, tout en haut du chat, avait dû mettre les liens directs sur la formation archivage. Vous pouvez regarder tout en haut du chat pour cliquer directement ou aller sur notre site internet. Et deuxième question de Sandrine Boyer, pouvons-nous avoir la liste complète de l'arborescence, pardon. Moi, je la diffuse quand je vais en formation dans les collectivités. Toi, est-ce que Nous vous avez un lien aussi? En fin de formation, on la diffuse ou à la demande. Donc là, pas de souci, vous pouvez la. Oui, Sandrine Boyer. Sandrine Boyer, je sais plus. Alors, c'est quelle commune? On va noter ça. Voilà. Et si le référent est bien noté, tel que Brian a expliqué au début de visio, là, pour le coup, on aura facilement les contacts. Donc, n'hésitez pas. Alors, Madame Boyer, c'est Saint-Jean-Normand, d'accord. Voilà. Pas de souci, c'est noté, Madame Boyer. Est-ce que c'est tout bon? Parce qu'on arrive exactement à 15h29, donc on a commencé quasiment à l'heure, mais s'il y a d'autres choses à dire. Donc, à l'Open 88, donc, qui est le mercredi 9 juillet prochain, donc, on aura aussi un stand où vous pouvez retrouver Coralie et Catherine, ou peut-être même d'autres collègues d'ailleurs. Ce sera d'autres collègues qui sont spécialisés dans tout ce qui est reliure. Non, ça devient un reliure ou pas? Alors, non, mais il y a un atelier de reliure aux archives départementales. Oui, c'est vrai, mais oui, il faut la reliure matérielle. Pour la constitution de registre, oui, mais nous sommes toute une équipe à archives publiques et ce sera peut-être un autre collègue. C'est intéressant de voir aussi ce qui existe. Coralie, est-ce qu'il y a d'autres informations? Voilà, dès que. Alors, on n'a pas présenté toute l'équipe, donc il y a Coralie et Johanna. La dernière recrue. Il y a 2 archivistes au CDG, parce qu'on a beaucoup de demandes. Mais voilà, n'hésitez pas si vous voulez. En prévision des élections municipales, en général, on a toujours beaucoup de demandes juste avant, juste sur après. Sur les devis, pour le coup, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à cboutanier ou archive. Archive aussi, fonctionne. Archive au pluriel, @cdg88.fr. On fait des devis qui sont gratuits, parce qu'on essaie d'estimer les volumes. On peut faire par tranche annuelle. Oui, de santé sur plusieurs années. Voilà, sur plusieurs années, parce que les factures et le temps de travail est plus ou moins important, mais quand même relativement important. Donc, on peut aussi faire des saucissonner en fait sur plusieurs années des interventions. Et puis, bien sûr, les récollements en fait de l'année prochaine. Ah oui. Où là, vous pouvez même nous solliciter peut-être en amont pour préparer les choses. Et puis le jour J aussi, pourquoi pas, si vous ne sentez pas de le faire, contactez Johanna et Coralie, les archives départementales aussi. Le nom de l'archiviste départementale, la directrice des archives départementales, pour le coup, parce qu'elle est arrivée récemment. Céline Cadieux-Dumont.
Voilà, donc si vous voyez les codes des archives départementales, c'est l'équipe de Catherine, donc avec la directrice des archives Madame départementales. Cadieux-Dumont. Voilà. Eh bien, alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Non. Là, c'est le moment où il ne faut pas quitter la visio. Je pense que Elisabeth va vous envoyer dans le chat le petit questionnaire, savoir si ça vous a plu. Donc, juste une petite étoile à mettre et surtout aussi nous redonner, parce qu'on les stoppe tous, hein, nous redonner ou nous donner en fait les sujets que vous voudriez voir évoqués ou les partenaires extérieurs que vous voudriez voir venir pour les prochaines visios. Sachez, donc j'en ai déjà parlé, vous verrez dans les ordres du jour, mais on sollicite le CNFPT, la préfecture, Benjamin Restuccia, que vous connaissez, qui devrait aussi intervenir, je crois, sur la visio du mois de mai, là aussi sur la dématérialisation, enfin sur ces sujets-là. Donc n'hésitez surtout pas à nous mettre vos idées et puis nous dire si la visio vous a plu. Merci Elisabeth, ouais, impeccable. Alors, y aura-t-il une autre formation DU? Alors, oui, il y en a d'autres. Vous pouvez toujours compléter ou vous signaler. Je pense que DU, c'est le document unique d'évaluation des risques. Alors, rien à voir avec les archives. Mais oui, n'hésitez pas à nous mettre un mail si jamais il n'y avait pas de moyen de s'inscrire via les formulaires de formation. Il y en a régulièrement sur ces formations documents uniques. Donc, je pense qu'il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à contacter le service pour savoir s'ils ont une petite visibilité sur les dates des formations DU. Donc voilà, vous avez juste à cliquer sur le petit lien qu'on vient de vous mettre pour évaluer la séquence et nous donner les idées. En tout cas, Catherine, Coralie, merci pour cette intervention qui est plutôt originale et assez sympathique. Donc voilà, merci à vous pour cette conservation du patrimoine. Oui, parce que c'est ça, c'est assistant de conservation du patrimoine, de perdre l'emploi. C'est vraiment la conservation qui est le plus important. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, et si vous avez complété le petit formulaire sur les Monkey, je vous donne rendez-vous donc au mois d'avril pour la prochaine visio. Il y en aura une tous les mois, avril, mai et juin, de mémoire. Et puis, je vous remercie pour votre attention. On vous enverra les documents, les supports et le replay aussi pour celles et ceux qui n'auraient pas pu suivre ou pas en totalité suivre cette visio 1 heure pour tout savoir. Merci à vous.